Et par la suite aussi, j'ai bénéficié d'une bourse. Donc, c'est une opportunité qui a été financée, c'est un programme, un Master 2 qui a été financé par la Banque mondiale en partenariat avec l'Université des Nations Unies pour la paix. Donc, et c'est là où je me suis spécialisée sur les questions de paix, sécurité et de genre. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, après, je me suis inscrite en doctorat en droit international, surtout avec une spécialité droit et migration. Que j'ai soutenu l'année dernière. Donc voilà, d'une manière assez ramassée. Donc très rapidement, je vais rentrer dans le vif du sujet en vous présentant cette méthodologie. Donc nous allons introduire d'abord c'est quoi les migrations, quels sont les types de migration, quelles sont les causes migratoires, quelle est la problématique, quelle est la question posée. Donc, ça va nous amener aux instruments juridiques, donc aux textes, parce que toutes les thématiques qu'on peut aborder, il faut toujours mentionner cette question de texte d'instrument qui régit. Parce qu'on dit que le droit encadre, mais il n'y a pas que le droit, mais le droit participe à cet encadrement, donc pour qu'il n'y ait pas un vide. Et aussi parler de la protection sur le plan du droit international, mais aussi sur le plan du droit régional. Donc, qu'est-ce que nous, Africains, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à cette question-là? Aussi, à l'intersection, donc voir cette équation, quel est le lien entre la migration et la sécurité. Donc, nous allons aussi aborder cette question, la migration, les flux migratoires et les flux financiers. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la migration sans pour autant parler du volet économique. Donc, l'économie est au cœur des questions migratoires. Et aussi, tout comme l'économie, il y a la notion de la sécurité aussi qui est au cœur des questions migratoires. Donc, il va falloir aussi poser ce cadre-là et aussi aborder les perspectives. Donc, dans quelle mesure on pourra élargir le sujet et aussi aborder d'autres thématiques. Et aussi, donc par la suite, nous allons conclure. Très rapidement, la mobilité, c'est un phénomène qui est ancien. Donc, les populations, les peuples ont toujours eu, par exemple, à se déplacer d'un endroit vers un endroit, ou vers un autre endroit, par exemple, d'un point A vers un autre point B. Et donc, ce qui fait que la migration est un phénomène qui est très naturel. Donc, qu'est-ce qu'on appelle déjà par la migration? La migration, tout à l'heure, c'est le déplacement, c'est le mouvement des populations vers une destination autre que leur pays d'origine ou bien que leur lieu d'habitation habituel, parce qu'on a des migrations à l'interne dans le même pays. Quand on quitte par exemple la région de Gorgol pour la région de Hodel Charri par exemple, là on parle d'une migration à l'intérieur d'un même pays. Mais quand on par exemple on prend l'exemple de quelqu'un qui quitte la Mauritanie vers les États-Unis, c'est le phénomène actuel. Donc ça c'est la migration internationale. Donc ça quitte le territoire vers un autre territoire. Donc c'est ça qu'on appelle. Et il n'y a pas une définition il n'y a pas un consensus. Donc les acteurs et les spécialistes de la migration définissent ce concept en fonction de la mobilité. Maintenant, on parle plus de mobilité humaine. Donc, il y a l'aspect lié à la migration volontaire, mais il y a aussi cet aspect qui est lié à la migration forcée. Donc, les populations sont parfois contraintes de quitter par la force. Donc, c'est là où maintenant, en plus de la thématique du concept migration, on parle aussi de la mobilité. Donc, migration et mobilité humaine vont ensemble. La mobilité humaine elle est plus élargie, c'est plus vaste. Qu'en est-il de la protection? On protège qui? On protège quels sont aussi les mécanismes de protection. Donc, quand on parle de la protection, c'est l'ensemble des mesures et des règles et des dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir assurer ou mettre à l'abri quelqu'un face à un danger. Donc, c'est ça la protection et la sécurité. Quand on parle de la sécurité actuellement dans un contexte migratoire, on fait plus référence à la sécurité de l'État, alors que la sécurité devrait mettre au cœur la personne, l'individu. C'est pour ça qu'il y a eu l'évolution. Maintenant, on parle plus de sécurité humaine que de la sécurité tout court. Et sur le plan migratoire, c'est autant pour moi le concept sécurité humaine qui est mis en avant. Donc nous allons revenir là-dessus.
Et par rapport au type de migration, tout à l'heure, j'ai parlé des migrations volontaires. Donc, volontaire, c'est pas là, la population, les gens se disent, donc moi, je vais, par exemple, ce phénomène des jeunes qui migrent vers les États-Unis, ils n'ont pas été obligés, la Mauritanie ne leur a pas dit quitter la Mauritanie pour aller vers les États-Unis, c'est eux qui ont choisi. Même si après, là, les chercheurs et les spécialistes sur cette question disent est-ce que réellement ils n'ont pas été forcés. Donc ça, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Donc ça va être plus une question de droit qui disent est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons, est-ce que ce n'est pas la pauvreté, Donc voilà, il y a aussi cette question involontaire. Réellement, les populations sont contraintes. Si je prends la guerre aujourd'hui au Soudan, il y a eu beaucoup de mouvements migratoires. Les populations ont été obligées de quitter le Soudan pour se réfugier au Tchad ou en Centrafrique, ou voilà, la guerre en Syrie. Nous avons beaucoup de réfugiés syriens aujourd'hui en Mauritanie. Donc ces gens-là, ou bien les réfugiés maliens qui sont ici à Nouakchott ou au camp de Mbera, donc c'est des gens qui ont été obligés de quitter leur pays pour fuir, pour préserver leur vie face à un danger. Donc ça, c'est une migration forcée. Et aussi à côté, il y a ce qu'on appelle maintenant les migrants environnementaux. Et les juristes ils disent qu'ils ne sont pas encore reconnus dans la catégorie réfugiés. Mais quelqu'un qui habite, supposons, au bord de la mer et que la mer détruit son habitation, la personne est obligée de fuir parce que sinon elle risque de mourir. Donc si je prends l'exemple, il y a beaucoup de villages au niveau de Saint-Louis qui habitaient au bord de la mer. Ils étaient obligés de se déplacer parce que la mer, à un moment, elle était là, mais après, elle se met de l'autre côté. Donc, ces populations ont fui. Et la question, elle est là, elle est posée. Donc, ça aussi, c'est un phénomène. Donc, il y a les migrations économiques, il y a les migrations religieuses. On a beaucoup de citoyens, parce que moi, je vois beaucoup de citoyens sierra-léonais, libériens qui viennent en Mauritanie pour apprendre le Coran. Parce qu'on est réputé qu'on a des très bonnes écoles coraniques. Donc, ces gens-là, ils font la migration pour des raisons religieuses. Donc, ils viennent apprendre le Coran. Donc, il n'y a pas que la migration économique, il y a aussi la migration religieuse. Donc, par rapport ces migrations aussi sont connues pour leur caractère, tout à l'heure je disais, transfrontalier. Donc c'est dynamique. Donc il n'y a pas qu'on quitte aujourd'hui un migrant. Il peut être migrant aujourd'hui, mais demain il peut se retrouver réfugié. Donc c'est un phénomène qui est dynamique et qui bouge. On est dans un monde de mondialisation. Donc qui dit mondialisation dit un monde d'échange, des flux financiers par exemple. On a remarqué au niveau de la migration économique, les gens migrent vers le Canada, les États-Unis, pour aller chercher la France, pour aller chercher de l'argent. Donc, eux aussi contribuent dans les flux financiers au niveau de leur pays. Quand je prends la région de Guédimaha, vous allez dans les villages, donc c'est les migrants qui financent les hôpitaux, les écoles. Donc ça, déjà, c'est une contribution économique des migrants au niveau de leur pays d'origine. Maintenant, la question qui se pose, si les flux financiers, les échanges commerciaux sont encouragés, pourquoi la mobilité humaine est considérée comme une problématique? On sait que les migrants, ils apportent, ils contribuent économiquement, ils participent au développement du pays dans lequel ils ont été accueillis, mais la question reste toujours considérée comme une problématique. Et aussi, la protection est-elle toujours garantie? Nos jeunes aujourd'hui qui quittent la Mauritanie pour aller aux États-Unis, est-ce que cette protection elle est garantie? Quels sont les enjeux sécuritaires auxquels ils font face? Donc tout ça, nous allons revenir là-dessus dans le développement. Ce qui nous permettra de répondre à la question, est-ce que la protection elle est garantie? Oui, la protection elle est garantie. Donc c'est le droit, la migration se trouve au cœur de différents régimes juridiques. Donc, quand on parle du droit international des droits de l'homme, par exemple, donc il y a cette convention, il y a le droit des réfugiés, il y a les droits, par exemple, protégeant les enfants. Donc ça, c'est plusieurs textes qui protègent les migrants d'une manière générale. Il y a aussi la convention sur les travailleurs des migrants et leurs familles. Donc, tous ces textes-là permettent de dire que attention, les gens, ils quittent leur pays ou ils quittent leur région, mais ils sont protégés. Donc, c'est des humains, c'est des individus qui ont besoin d'être protégés par l'État d'accueil, par exemple. Aujourd'hui, la Mauritanie, je donne juste un exemple, ce n'est pas le cas, mais la Mauritanie ne peut pas prendre des mesures, par exemple, pour refouler les réfugiés qui entrent dans son territoire. Donc, une fois, si le statut de réfugié
est reconnue, donc la personne elle reste dans le pays parce qu'elle elle est face à un danger imminent. Ou bien les migrants qui viennent, nous avons des migrants économiques par exemple, on a une forte communauté de migrants de subsahariens qui participent au développement par exemple, on a plusieurs profils, ils sont malheureusement plus dans l'informel, mais quand même c'est des migrants qui participent au développement économique d'un pays. Et au-delà du niveau international, nous avons le niveau régional. Donc qu'est-ce que l'Afrique a fait pour pouvoir aussi protéger ces personnes? En 1986, l'unité, à l'époque c'était l'OIA, ils ont dit que nous Africains aussi, on va adopter un texte qui va protéger en fait les droits de l'homme en Afrique. On a aussi la charte africaine de la jeunesse. Et aujourd'hui, quand on parle de la migration, il faut noter qu'il y a beaucoup de jeunes, mais aussi il y a beaucoup d'enfants dans ces flux-là. D'où en fait l'utilité toujours de convoquer cette charte africaine de la jeunesse. Il y a aussi la charte africaine des droits de l'homme. Donc pourquoi ces textes-là? Ce n'est pas pour rien qu'on les adopte. Une fois, la Mauritanie, heureusement, elle a ratifié tous ces textes-là. Mais si l'État mauritanien aujourd'hui a ratifié, donc il est tenu de mettre en place des mécanismes pour respecter ces textes-là. C'est pour ça qu'elle a pris en 2005 un décret fixant les modalités des réfugiés. Donc comment on va régulariser, accueillir les réfugiés en Mauritanie. La Mauritanie aussi a adopté récemment, et ça c'est une avancée en la matière en 2020, une loi sur la lutte contre la traite des personnes. Donc ça déjà, on sait qu'à travers la ratification, la Mauritanie est en train de mettre en place des garanties, des textes pour pouvoir aussi protéger, participer à la protection de ces migrants. Voilà. Toutefois, je ne sais pas si vous voyez, je vois le tableau, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je vais aller essayer de voir si je dépasse ce slide-là. Voilà. Toutefois, donc même si les pays ont adopté des textes, les pays ont adopté des instruments, l'accès quand même au droit, et ça c'est au niveau international, pas que la Mauritanie, c'est au niveau international, au niveau même régional, sur le plan du droit africain. Donc c'est compliqué, par exemple, par l'application de ces lois. Donc dans de nombreux pays, les lois qui protègent certes les migrants, mais sont fréquemment mal mises en œuvre. Donc, d'une part, en tant que non-nationaux, par exemple, un migrant qui arrive dans un autre pays, il devient émigré. Donc, les immigrés sont des non-nationaux ou des personnes d'origine étrangère. Donc, ils se trouvent dans une situation de risque. Donc, leur vulnérabilité s'accentue. Donc, ils ne connaissent pas le système juridique, ils ne connaissent pas le système administratif, ils ne sont pas recrutés par la fonction publique. Donc, mis à part une petite partie qu'on appelle les expatriés, mais la plupart des migrants, des gens qui migrent, sont souvent dans le secteur informel, par exemple. Donc, ils font face à la vulnérabilité liée à la pauvreté. Donc là, il y a aussi alors que les textes disent qu'il y a un principe de non-discrimination, même si la personne elle n'est pas de ce pays-là et qu'elle répond aux normes et aux exigences. Donc, il ne faut pas juste la discriminer parce qu'elle n'est pas ici. Je suis d'accord, il y a des postes, par exemple, qu'un étranger ne peut pas occuper dans un pays, comme le poste d'ambassadeur, le poste de ministre, le poste, par exemple, où des décisions quand même doivent être prises et le secret, le principe de la confidentialité doit régner. Donc là, oui, mais il y a d'autres postes, par exemple, comme des postes d'experts, de techniciens. Donc, c'est des choses où les migrants ont droit et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi, souvent, ils sont défavorisés, comme j'ai dit, au niveau économique. Donc, qui dit employabilité, ils n'ont pas accès au travail, ils n'ont pas accès à plein de choses. Donc, ils se retrouvent pauvres. Donc, le principe du respect du droit même de travail n'est pas garanti dans la plupart des cas. Ils sont touchés, comme je l'ai dit, par la pauvreté. Maintenant, la question, la grande équation, c'est quel est le lien entre la migration et la sécurité. Donc, à chaque fois que la migration est abordée, vous voyez, surtout à l'ère où nous sommes, la question de la sécurité s'ensuit. Donc, pour comprendre cette intersection, il faut concilier, d'une part, le principe de souveraineté. C'est quoi le principe de souveraineté? C'est que l'État a le droit, a le monopole sur tout son territoire.
Donc aujourd'hui, si l'État dit que je ne veux pas de telle ou telle organisation ou de telle ou telle personne diplomate, donc la personne va être directement déclarée une persona non grata. Donc l'État, il est souverain. Il est libre de dire, voilà, quelles sont les lois, quelles sont les mesures, qu'est-ce que je dois prendre. Donc ça, c'est d'une part. Mais à côté aussi, il y a la protection des migrants. Donc vous voyez, c'est comment concilier les deux. Donc au nom de la protection des réfugiés, par exemple, je donne un exemple. Si l'État mauritanien, il est souverain, il est libre de dire j'accepte ou je n'accepte pas, mais au nom du principe du respect des droits des migrants, il y a aussi certaines choses qui ont été imposées. Donc il faut concilier les deux. Et maintenant, tout avant, dans l'introduction, je parlais de la notion de la sécurité. Quand on parlait de la sécurité, avant, c'était la sécurité de l'État. Donc l'État met en place les gardes frontalières, surtout en Europe aujourd'hui, quand on parle de la migration, les pays européens, malheureusement, font plus référence à la sécurité de leur territoire, à la sécurité physique, parce qu'on voit dans certains pays les migrants, malheureusement, qui prennent les bateaux, les clandestins, ils sont refoulés par les pays d'accueil. Donc l'État, lui, il ne vise que sa souveraineté, en fait. Il vise à protéger son territoire au détriment du respect. On a même parfois des enfants qui sont dans ces flux migratoires. Et malheureusement, le principe, par exemple, le fait que l'enfant soit mineur devait être respecté au détriment de son statut de migrant. Donc c'est des choses qui se passent actuellement. Et au-delà de ça, nous allons voir les enjeux sécuritaires. C'est quoi un enjeu? Aujourd'hui, nos jeunes qui partent, donc je tenais juste à préciser que la migration n'est pas une mauvaise chose. Donc de tout temps, les peuples ont migré. Donc il y a eu un brassage culturel. Donc certains étaient, par exemple, d'une certaine région en Afrique et se retrouvent en Afrique de l'Ouest, par exemple, et ça crée un brassage. Donc il faut comprendre que la migration n'est pas un phénomène mauvais. Maintenant, quelles sont les conséquences de la migration? Qu'est-ce qui accompagne cette migration-là? Quels sont les enjeux qui sont derrière? Donc quand je prends les migrants subsahariens, pour aller par exemple en Europe, ils passent par la Libye, la Tunisie, ils traversent le désert. Donc on sait que le désert, il y a quand même cette problématique liée à la sécurité, aux groupes djihadistes. Donc ils sont souvent face à cette problématique. Ils peuvent être aussi enrôlés, donc ils peuvent être recrutés par force dans les groupes djihadistes et on les amène forcément à devenir des terroristes. Donc ça, ce sont les conséquences liées aux enjeux sécuritaires. Il y a aussi l'immigration clandestine. Même si la migration est une bonne chose, il faut à côté reconnaître qu'il y a cette immigration clandestine qui fait aujourd'hui des ravages. On a beaucoup de noyades. Et récemment, je suivais l'actualité, il y a de cela 2 semaines, il y a eu des naufrages. Je ne sais pas, d'une pirogue des migrants qui avaient quitté le Bangladesh ou la Syrie. Donc ce n'est pas que l'Afrique qui est confrontée à cette question de migration. Donc il y a aussi cette question de violence physique. Il y a des femmes et malheureusement on ne met pas ça en avant dans l'analyse des questions migratoires. Il y a beaucoup de femmes qui migrent. Ici en Mauritanie, quand il y a eu ce phénomène de migration vers les États-Unis, j'ai cherché un peu à savoir est-ce que les femmes partent. Au début, moi, je me disais que non, les femmes ne partaient pas. Mais après quelques recherches, même là, c'est pas quand même scientifique. J'essaye de faire le recoupement. On me dit que oui, il y a des femmes qui sont parties. Même s'il n'y a pas aujourd'hui des données qui étayent, il y a des femmes qui sont parties dans ces vagues-là. Et malheureusement, c'est des personnes qui passent par la Mexique. Et qui dit Mexique dit les groupes, les cartels de drogue. Il y a vraiment des enjeux sécuritaires. Les gens, ils prennent l'avion, arrivés, je pense, ils font la Turquie et après, arrivés au Mexique, c'est la voie terrestre. Donc, c'est la voie clandestine. Et si des femmes partent dans ces vagues de migration, vous conviendrez avec moi qu'il y a un fort taux, un risque, par exemple, d'agression sexuelle. On dit que dans ces routes-là, donc, si les gens, à un moment donné, ne peuvent pas marcher, certains, ils avancent, ils laissent les autres derrière. Donc, vous voyez les enjeux, les dangers. Donc, toutefois, et ça, j'insiste là-dessus, au-delà de ces problématiques-là, au-delà de ces enjeux, les enjeux sécuritaires sont énormes. Donc, on ne peut pas faire la liste, l'inventaire, mais les enjeux principaux, il y a les djihadistes, il y a les violences, il y a plusieurs, il y a même la mort.
Donc, c'est ces questions-là. Donc, toutefois, les migrants, au-delà de ces problématiques-là, arrivent quand même à développer leur pays, arrivent à participer dans le mouvement des flux financiers. La situation aujourd'hui en Mauritanie elle est très préoccupante et nous observons ces mouvements. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, l'État, donc les politiques publiques d'une manière générale doivent être revues pour déterminer en fait cette cause. Donc récemment, j'ai vu qu'il y a 40 000 migrants, 40 000 personnes qui ont quitté la Mauritanie pour aller aux États-Unis. Donc c'est pas normal, je ne dis pas que c'est pas normal, autant pour moi. C'est pas naturel. On a eu toujours des migrations, mais comme cette fois-ci, des militaires sont partis, des policiers, des jeunes cadres. Donc moi, j'en connais des jeunes diplômés qui sont partis, des femmes. Donc, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui ces Mauritaniens-là de braver les risques, parce que c'est des risques, arriver au Mexique, c'est des risques. Pour donner une anecdote, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand je lui ai envoyé l'affiche de la conférence, il me dit, ah donc vous ne voulez pas partir aux États-Unis? Donc, vous voyez, c'est devenu aujourd'hui tout à fait naturel que tout type, donc ce n'est pas juste aux personnes qu'on dit souvent qui n'ont pas de travail. Il y a des personnes qui laissent leur travail, qui démissionnent pour aller aux États-Unis et faire face à ces dangers-là, à ce danger de traverser la frontière mexicaine pour aller aux États-Unis. Donc, il y a besoin que les gens se retrouvent pour analyser cette situation, pour dire qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui il y a ce mouvement. Et aussi dans l'analyse, il ne faut pas toujours occulter ces deux catégories, les femmes et les enfants. Donc on a l'année passée l'exemple d'un jeune enfant sénégalais qui est parti à travers les bateaux, les pirogues. On a aussi des femmes qui migrent avec leurs enfants, des bébés, souvent qui sont secourus par les gardes frontalières européennes. Donc, dans l'analyse, si la Mauritanie doit faire une évaluation, une étude, il faut que les gens se retrouvent. Ce n'est pas que l'État, même les chercheurs, par exemple, les unités de recherche spécialisées sur cette question ou spécialisées sur les politiques publiques ou les politiques publiques économiques. Et c'est en l'occurrence aujourd'hui ce qu'on essaye de faire avec l'unité l'IRMDC, c'est de voir en fait qu'est-ce qui est derrière ça. Donc, on a dit il y a plusieurs causes, il y a les raisons économiques, il y a les raisons religieuses. Dans ce cas d'espèce, pour les jeunes Mauritaniens, ce n'est pas des raisons religieuses, c'est des raisons économiques. Les gens sont partis chercher du travail aux États-Unis. Donc ça mérite vraiment une réflexion. Au-delà de la Mauritanie, voilà, je disais, ce phénomène-là mérite d'être étudié, mais aussi au niveau de l'Union africaine. Donc, ce n'est pas que la Mauritanie. La Mauritanie n'est pas le seul pays aujourd'hui qui est confronté à cette problématique. Au début, nous étions le pays de destination ou de transit. On avait beaucoup de migrants. Les gens passaient par la Mauritanie, c'était des étrangers. Ils venaient surtout par Nouadhibou, ils passaient par Nouadhibou pour aller en Europe. Aujourd'hui, c'est nous, Mauritaniens, qui partons. Donc, ça mérite d'être étudié et approfondi. Et aussi l'Afrique. On a beaucoup de pays, aucun pays africain aujourd'hui n'est épargné par cette question de migration. Donc nous, ce n'est pas la migration par bateau, donc ce n'est pas la clandestinité. D'autres pays, leurs jeunes prennent des pirogues pour aller Le Sénégal aujourd'hui est très dévasté par cette question de migration clandestine. Donc d'où la nécessité, il faut que l'Union africaine s'asseye et dise quel est le problème. Quel est le problème et la nécessité aussi de codifier. Parce que l'Afrique, on a nos réalités. C'est vrai qu'il y a le monde international et tout, mais nous, on a nos réalités, on a les valeurs. Donc, il y a écrit en Amérique latine, déjà, ils ont défendu. Donc, en Amérique latine, ils ont des textes, ils ont des politiques qui sont axées sur leurs besoins. Donc, je ne néglige pas, il y a des textes au niveau africain. Tout à l'heure, je l'ai cité, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, la Charte africaine de la jeunesse, mais ce n'est pas suffisant. À l'heure d'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas un texte sur les migrations, donc il y a des refoulements au sein même des pays africains. Donc, il n'y a pas que la migration vers l'Europe. Je pense suite aux incidents qui se sont produits au Sénégal. Le Sénégal a refoulé des migrants guinéens sous prétexte qu'ils ont participé aux émeutes, alors que ces deux pays-là sont liés par un accord quand même de coopération. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'en Europe, l'État, l'Union africaine doit régulariser cette question de migration. Parce que, et je vais conclure par la citation de Maxime Chevaux qui disait, je cite, c'est donc grâce à un savant mélange du particulier,
et du général, ou la conciliation entre les tendances particularites et cosmopolites du droit qu'on l'obtiendra son unité et de son unité on déduira son universalisme. Et ça, c'est juste pour dire que l'Afrique, nous Africains, on devrait quand même contribuer parce que nous sommes en train de faire face à des phénomènes. Quand je prends l'exemple des enfants talibés, donc il n'y a pas ce phénomène-là au niveau de l'Europe. Donc les Européens ne vont pas venir mettre en place des textes qui parleront de ce phénomène d'enfants talibés. Mais c'est à nous, parce que nous sommes confrontés à cette problématique-là, nous devons aussi légiférer et aider en fait le continent à se développer. Donc sur ce, je voudrais vous remercier de votre aimable attention. Et je reste disponible voilà, à tout commentaire, suggestion, question ou bien sûr, pourquoi pas, suggestion pour pouvoir toujours épuiser. Parce que cette question, elle est loin d'être épuisée. Et ça peut faire l'objet d'une semaine, de 2 semaines de colloques. Il y a eu des colloques sur la question et les gens n'avaient pas épuisé. Donc la question n'a pas été toujours, j'ai pas épuisé. Donc c'est ça la recherche. Il faut toujours continuer d'approfondir et de pouvoir en fait arriver à certains constats. Merci beaucoup, Monsieur Khan. À vous la parole.